sans plus tarder, je vais accueillir sur scène le premier présentateur qui va être Philippe Metteau. J'espère que je prononce bien. Parfait. Metteau, excusez-moi. Donc doctorant en génie mécanique à l'université de Sherbrooke, qui a comme passion la conception mécanique et l'électrification des transports. Il se spécialise dans la conception de moteurs électriques haute vitesse et je l'invite à venir sur scène tout de suite. Une main d'applaudissements. Salut tout le monde, bonne soirée. Hey, j'étais tellement content tout à l'heure quand on m'a annoncé que j'allais briser la glace pour les présentations, jusqu'à temps que je me rende compte qu'il n'y ait pas de glace. Donc c'est ça, Philippe Metteau, je suis étudiant au doctorat en génie mécanique à l'université de Sherbrooke. Je travaille sur des moteurs électriques haute vitesse. Puis aujourd'hui, dans ma présentation, mon but c'est de vous présenter un projet sur lequel on travaille depuis 3 ans en 8 minutes. Je vais essayer de pas trop aller rapidement, puis de garder votre attention. Sinon, mes deux autres objectifs, c'est vraiment de vous expliquer pourquoi on fait ce projet-là, puis c'est quoi les principaux défis qu'on rencontre lorsqu'on conçoit un moteur électrique haute vitesse pour l'aéronautique. On va avoir un clicker ici. Est-ce que ça fonctionne? Non. Comment? Comme ça? Yes! Donc, les bases du projet, donc l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, a décrété que d'ici 2050, bien, tout le transport aérien civil devrait être net zéro. Donc, net zéro, ça veut dire qu'il n'y a aucune émission de CO2 qui devrait être émise, sinon, bien, on ne pourra juste plus voler. Donc, on est en train de chercher plusieurs alternatives aux carburants fossiles qu'on utilise présentement en aéro pour pouvoir continuer d'explorer la planète, de voyager, puis de voler là, avec des appareils aériens. Donc, il y a plusieurs manières qu'on utilise pour contrer cette situation-là, dont l'aviation électrique. Donc, il y a quelques exemples à l'écran là, d'appareils électriques là, aériens, des petits engins qui transportent 4 ou 5 passagers qu'on commence à développer là, dans différentes startups ou au groupe de recherche. Donc, Airbus développe son prototype, Bell Textron aussi, puis Archer, il y en a une panoplie d'autres aussi. Puis notre projet s'insère exactement dans ce créneau-là. Donc, on développe un moteur pour ce genre de petits véhicules pour démarrer là, notre ascension vers le transport aérien électrique. Chaque véhicule aérien électrique, bon, à peu près cette configuration-là, donc on a une hélice à l'avant qui est alimentée par un moteur électrique qui tourne à la même vitesse que l'hélice. Puis ensuite, on doit monter à bord de l'appareil des batteries lithium-ion qui ont à peu près cette grosseur-là. Puis ensuite, ces piles-là, ils vont former un battery pack, puis il va y avoir plein d'électroniques de puissance qui vont servir à contrôler tout ça, puis à faire en sorte que l'hélice tourne à la bonne vitesse. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que dans cette configuration-là, juste ici, le moteur tourne à la même vitesse que l'hélice. Et puis ça va être bien important plus tard dans la présentation. Donc, pratiquement toutes les compagnies qui fabriquent là, des prototypes de véhicules aériens électriques pour l'instant ont tous les mêmes problèmes. Premier problème, c'est relié aux batteries lithium-ion. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la petite batterie. C'est exactement ces batteries-là qu'on utilise dans les appareils électriques aériens. Ça en prend à peu près 2000, comme ça, pour voler genre 30 minutes. C'est incroyablement lourd et pas efficace, ces batteries-là. Malheureusement, c'est tout ce qu'on a comme technologie à mettre dans des appareils électriques. On espère que ça va s'améliorer dans le futur, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Donc, pour maximiser la durée de vol et l'autonomie des appareils, ça nous prend plus de batteries à bord. Deuxième problème, au niveau des moteurs, en ce moment, lorsqu'on veut faire voler un moteur électrique, on a des problèmes de durabilité, puis aussi de surchauffe. Lorsqu'on a une défaillance, bien, les moteurs doivent compenser. Puis les moteurs risquent de surchauffer, donc les moteurs qu'on utilise présentement n'ont pas nécessairement les spécifications nécessaires pour voler très, très longtemps en mode de défaillance. L'autre point, on va parler de densité de puissance. Donc, c'est les unités de puissance qu'on a comparativement à la masse. Puis, les moteurs qu'on utilise présentement bien, sont autour de 5 kW par kilogramme. On va revenir aussi avec la densité de puissance. Donc, on a ces deux problèmes-là. Puis, nous, c'est ce qu'on essaie de régler avec le moteur haute vitesse qu'on développe à l'Université de Sherbrooke. Donc, notre hypothèse, c'est qu'en développant un moteur haute vitesse, qu'on va venir connecter à un boîtier de réduction, tout notre système de propulsion que vous voyez ici à l'écran va être 3 fois plus dense en puissance qu'un système de propulsion traditionnel comme on utilise dans les appareils électriques aériens que je vous ai montré tout à l'heure, en fait. Donc, c'est ça notre bête. Mais par exemple, l'encadré que vous voyez en rouge ici à l'écran, on ne peut pas simplement aller
au magasin de technologie et dire, bon, ben, je veux un moteur de ces spécifications-là. Ça n'existe pas, donc il faut le développer. Et par-dessus tout ça, ce moteur-là, comparativement à l'autre moteur, ben, il refroidit à l'air, comme avec les fans qu'on voit ici, là. Et c'est un autre défi supplémentaire. Donc, on parlait tantôt de 5 kW par kilogramme. Nous, ce qu'on vise, c'est autour de 30 kW par kilogramme pour pouvoir monter plus de batteries à bord. Puis, on espère qu'avec ces performances-là, on va être capable de faire de l'interurbain pour transporter des passagers d'une ville à une autre. On peut changer de slide. On parle de haute vitesse. Probablement que ça ne vous dit pas grand-chose, donc j'ai préparé un petit questionnaire pour vous, cher public. On va comparer deux items. Donc, dans le coin rouge, on a le moteur électrique M10 qu'on développe ici à l'Université de Sherbrooke. Et dans l'autre coin, on a une magnifique laveuse Samsung, une laveuse frontale. Tout le monde ici fait du lavage. J'ai déjà vu une laveuse spinée. M10, en plus, la laveuse est en spécial chez Best Buy cette semaine. Donc, en main levée, qui pense que la laveuse Samsung tourne plus vite? Quelques personnes. Nice. Puis, en main levée, qui pense que le moteur qu'on développe tourne plus vite que la laveuse? Nice. Bien, la laveuse, elle tourne autour de 700 rotations par minute, donc 700 tours par minute. Puis nous, on tourne à 70 000 tours minute. Donc, c'est 100 fois plus vite que la laveuse frontale. Donc, c'est des vitesses qu'on atteint là, avec notre moteur. C'est extrêmement rapide. Puis, c'est seulement avec des vitesses de cet ordre de grandeur-là qu'on peut atteindre une densité de puissance autour de 30 kW par kilogramme et avoir les performances pour un moteur qu'on peut amener à bord d'un appareil. Le problème, c'est que développer un moteur qui tourne aussi vite, ça a son lot de complications, puis on rencontre vraiment plusieurs défis lorsqu'on conçoit un tel moteur. Premier défi de taille, c'est la structure. Donc, j'ai apporté ici un rotor. C'est exactement ce rotor-là qu'on a développé dans le cas de mon doctorat. Puis ça tourne à 70 000 RPM. Puis à ces vitesses-là, bien, tout ce qui est à l'intérieur veut sortir, puis ça prend des matériaux super performants pour éviter que ce qu'il y a à l'intérieur soit expulsé. Donc, on fait beaucoup de calculs analytiques, des simulations aussi pour s'assurer que le rotor n'éclate pas comme ceci, en rotation. Donc, on valide aussi nos calculs avec des essais expérimentaux pour déterminer la vitesse maximale à laquelle on peut tourner, pour être certain que notre prototype soit sécuritaire pour être opéré en laboratoire. Donc, c'est un peu le genre d'essai qu'on fait. Là, on fait coïncider là, plein de calculs avec des essais expérimentaux. Donc, premier défi. Deuxième défi, c'est comme aujourd'hui, la température. Dans un moteur électrique qui fait super chaud, c'est causé en fait par l'énergie électrique qu'on transfère en énergie mécanique, puis il y a toujours des pertes reliées à ça qui se manifestent sous forme de chaleur, puis cette chaleur-là, il faut l'extraire. Quand on fait un moteur haute vitesse, ultra dense en puissance, c'est très petit, puis ça nécessite beaucoup là, d'efforts pour extraire ces pertes-là. Alors, même chose qu'avec la structure, on fait des analyses, des calculs, puis on a développé 2 nouvelles technologies pour refroidir le moteur. Je ne peux pas vous en parler aujourd'hui, car elles sont confidentielles, puis on va en breveter une des 2. Donc, c'est ça pour la température. Maintenant, troisième défi, la dynamique de rotor. En gros, la dynamique de rotor, ça correspond aux vibrations qu'on perçoit dans le moteur. Donc, vous voyez le graphique, donc ça augmente de manière presque exponentielle avec la vitesse de rotation. Puis ça, il y a des manières de limiter. On utilise le balançage, comme au garage quand vous allez balancer, poser vos pneus. Donc ici, il y a votre garagiste préféré qui vous dit « poser, balancer ». Donc quand vous entendez dynamique de rotor, pensez à poser, balancer, puis ça correspond à peu près à ça. Donc, je vous ai résumé à peu près les 3 plus grands défis là, de l'industrie, puis les mêmes qu'on a rencontrés dans le cadre de notre projet pour la conception de ce moteur-là haute vitesse là, pour l'aéronautique. Petite photo de notre banc d'essai. Ce moteur-là, c'est ça, on l'a conçu là, dans les 3 dernières années. On l'a testé aussi. On a atteint la vitesse max d'opération, on a atteint le couple max. Mais il nous reste encore quelques petits détails à aller chercher. C'est pourquoi qu'en septembre prochain, on repart le projet pour un autre 3 ans. On est super content de pouvoir travailler avec Bell Textron sur ce projet-là. Donc, moi aussi, je suis bien content. Je vais continuer au postdoc dans ce projet-là. Donc, ce n'est que partie remise pour les moteurs électriques haute vitesse. Pour ce qui est du futur de l'aviation électrique, honnêtement, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Il y a beaucoup de questionnements qui sont posés dernièrement sur la validité de ce qu'on fait. Mais pour le futur, j'aime mieux que notre moteur soit prêt à voler en attendant de nouvelles technologies d'énergie propre qu'on va pouvoir monter à bord d'un appareil. Donc, je vais être très motivé à poursuivre mes recherches
sur les moteurs électriques haute vitesse. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Philippe. On va avoir le temps pour une ou deux petites questions dans la salle. Est-ce qu'il y en aurait? Je vois devant. J'amène le micro. Salut, on sait qu'on se tourne vers l'énergie électrique pour avoir une source propre d'énergie, mais qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que les moteurs électriques et les matériaux utilisés sont vraiment pas si écologiques que ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en considération quand tu conçois tes moteurs? Pour l'instant, non, pas pour celui-là. Ça a été tout un défi, juste atteindre les performances désirées. Maintenant, je te dirais que dans la prochaine phase du projet, là, on va plutôt prendre en considération l'impact des matériaux sur le design du moteur. En ce moment, l'impact le plus gros qu'on a, c'est qu'à l'intérieur, il y a des aimants permanents qui ont un impact assez néfaste là, lorsqu'on les mine. Donc, ça va être de réduire l'épaisseur des aimants et potentiellement dans d'autres projets de faire un moteur sans aimants permanents pour qu'il y ait moins d'impact. Mais pour le reste, là, on utilise des matériaux très exotiques là, qui ont des performances très élevées. Donc, ça va être à étudier dans la prochaine phase du projet, c'est quoi le réel impact de ça comparativement à des combustibles fossiles, par exemple. On va avoir le temps pour une deuxième petite question rapide. Oh, je t'avais pas vu. Pourquoi les batteries doivent être autant petites? C'est une excellente question. En fait, une batterie, j'essaie de répondre de manière simple, c'est une réaction électrochimique très complexe qui se passe à l'intérieur. Puis, il y a un effet lorsqu'on grossit la batterie. En fait, c'est que quand on la laisse petite, la réaction elle est très uniforme. Tandis que si on grossit trop la batterie, bien là, la réaction ne se fera pas de manière très uniforme. Donc, c'est mieux de la laisser très petite pour avoir plus d'électricité de manière continue. Merci beaucoup, Philippe. Marouane a une question aussi. Marouane, rapidement. Merci Julie, merci Philippe pour la présentation. Hey, moi, je veux revenir à l'affaire de la machine à laver. Là. Tu sais, dans ta slide, tu avais dit que toi, ton moteur, il tournait à 70 000 RPM. Mais est-ce que la comparaison a été faite avec la même charge sur le moteur et la même taille de diamètre de rotation? Tu n'es pas obligé de répondre, Philippe. Non. C'est une excellente question, Marouane. Puis là, on va plus dans les détails un peu, mais lorsqu'on parle de vitesse de rotation d'un moteur électrique, ça apporte un peu à confusion parce que ça ne prend pas en considération la grosseur de la machine. On va plutôt parler de vitesse tangentielle, c'est-à-dire la vitesse qu'on a à l'extrémité du rotor. Nous, on tourne autour de 220 mètres par seconde et ça, c'est extrêmement rapide. Là, la laveuse, je ne sais pas à quelle vitesse qu'elle tourne, mais bon, pour la présentation de vulgarisation, je trouvais que le RPM était une unité un peu plus facile pour comparer deux ordres de grandeur. Là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Une bonne main d'applaudissements pour Philippe pour avoir fait cette première présentation. Merci. Je te laisse remettre le micro.